Studio. On démarre cet épisode avec Xavier de Echo Studio, une excellente agence de production de podcasts. Salut Jérémy de Echo Studio. Et également animateur du podcast The Big Shift sur la transition écologique. J'ai eu plusieurs demandes pour faire un épisode qui traite d'écologie dans l'immobilier. J'ai pas cherché longtemps pour réaliser que c'était Xavier la bonne personne à inviter. En plus, on en parle au bureau tous les jours, donc c'est cool de... Donc c'est vrai qu'on a de longues conversations à ce sujet. Pour les auditeurs de The Big Shift, parce que l'épisode sortira évidemment sur les deux plateformes. Jérémy est donc mon associé et l'animateur du podcast Ça fait un bail sur l'immobilier. Et donc on a décidé de se joindre dans ce premier épisode qu'on fait juste tous les deux. On avait fait un épisode déjà avec Michael Souteau de Green Living, on lui passe le bonjour. On était tous les trois. On avait déjà parlé un petit peu de rénovation à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, on va essayer de pousser un peu le truc sur les dernières actualités et comment est-ce qu'on fait pour investir dans l'immobilier en étant responsable et écologique. Super, on va essayer de comprendre la part des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la construction, au bâtiment. On va parler aussi des nouveaux DPE, des subventions pour les rénovations énergétiques, des sujets qui normalement intéresseront les deux communautés, les deux audiences. On l'espère en tout cas. Tout sera publié sur nos pages Insta. N'hésitez pas à aller laisser des commentaires, à partager vos points sur le sujet, parce que c'est un vrai sujet à débat. J'ai rarement des sujets à débat, et là, avec Xavier, on débat souvent sur ces sujets, donc là, ça va être intéressant de le faire en live. Pour démarrer là-dessus, Xav, c'est quoi justement, à ta connaissance, dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est quoi la part du bâtiment ? Je sais qu'elle est importante, mais qu'on essaye de réaliser un peu en termes d'échelle. Ouais, alors il y a plusieurs chiffres là-dessus. Si on parle de consommation énergétique, donc c'est-à-dire en gros l'énergie qu'on utilise pour chauffer, pour les pertes, etc., on est à 40% de la consommation annuelle de la France. En gros, nos logements, et là je compte la construction autant que l'utilisation, c'est 40% de notre consommation. Donc c'est énorme. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est-à-dire en gros la part des émissions qui sont induites par notre utilisation et par la construction, c'est en fonction des critères qu'on prend entre 25 et 30%. Donc évidemment, c'est un sujet majeur quand on s'intéresse à la transition écologique, de pouvoir réussir à transformer le secteur du bâtiment. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui cherchent des solutions sur ce sujet tous les jours. Dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, la France a décidé d'être à objectif neutre, donc ça veut dire qu'on n'émet pas plus de CO2 qu'on en absorbe sur une année en 2050. Et donc pour ça, en gros, il y a 3 grands secteurs qui sont les fers de lance de la réforme, si tu veux. C'est le bâtiment, le transport et l'énergie. Donc le bâtiment, les logements font vraiment partie de ces grandes transformations. Et donc il y a énormément de choses à faire là-dessus. J'avais déjà fait des bilans que tu m'avais conseillé pour essayer de calculer justement mon empreinte carbone, etc. Avec cet objectif de 2 tonnes, je crois, par personne par an. Et je me souviens plus très bien, j'étais autour de 5 peut-être, avec une moyenne française autour de 8. C'était aussi des années où j'avais pas beaucoup voyagé en avion, et je pense que ça a impacté beaucoup. Et j'avais identifié ces deux choses un peu. C'est toujours difficile pour moi de comprendre les actions qui peuvent avoir le plus gros impact. En fait, c'est hyper dur d'avoir cette compréhension. Et moi, c'était donc les transports. En effet, l'avion, je m'étais dit, ok, s'il y a 2 choses que je peux faire, c'est prendre moins l'avion. C'était genre vraiment, j'avais l'impression que 80% de mon impact, et les 20 autres pourcents, c'était quasiment que mon alimentation, avec peut-être un peu trop de viande. Donc j'avais bossé sur ces deux sujets là, mais j'avais pas trop réalisé, tu vois, l'impact du bâtiment. Est-ce que c'est parce que justement c'est plus difficile d'avoir de l'impact d'un point de vue personnel sur ce sujet-là, ou c'est quoi un peu ton point de vue là-dessus ? Là-dessus, en fait, c'est très variable. Alors, ça dépend du calculateur que tu as utilisé. Je sais plus lequel je t'avais recommandé, mais en gros, il y en a 2 que j'aime bien recommander. C'est Nos gestes climat de l'ADEME.
donc qui est fait en partenariat avec Datagir, et celui de MyCO2 qui est un peu différent parce qu'il faut le faire ça se fait en conférence avec d'autres personnes qui réfléchissent. Et du coup, là, tous les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais effectivement, quand on vit déjà en ville, dans un immeuble, dans un appartement qui est relativement réduit en termes de taille, l'impact logement va être un peu moindre. Et si tu vis plutôt dans une maison qui n'a pas forcément été rénovée depuis 10-15 ans, ton impact logement va être bien plus important. Donc effectivement, nous deux, on vit à Paris, dans des logements qui ont des tailles assez réduites par rapport à la moyenne des Français. Et du coup, effectivement, nos impacts logement sont un peu moins importants. Et là où on a le plus de travail, en gros, le triptyque, c'est ça au niveau individuel, c'est transport, alimentation, logement. Si vous avez le premier truc à faire, c'est là-dessus. Je trouve ça un peu étonnant de se dire que les personnes qui du coup vivent à la campagne, etc., vont avoir un impact supérieur à ceux qui vivent en ville. Je sais pas pourquoi c'est contre-intuitif pour moi, mais quand tu m'avais fait réaliser ça, j'avais été étonné, quoi. Ouais, en fait, aujourd'hui, on travaille beaucoup et on va en reparler tout à l'heure parce que ça va un peu sur le sujet de l'habitation, du logement, des bailleurs. Mais aujourd'hui, si tu veux décider d'être écolo, tu vas plutôt aller habiter dans une ville dense parce que du coup, effectivement, le nombre de logements au mètre carré va être plus élevé, donc il y aura besoin de moins de chauffage. Mais après, il faut qu'effectivement la ville soit un peu plus circulaire, donc il y ait plus d'espace vert pour essayer de réduire les effets de chaleur concentrée liée au béton, liée aux vitres des buildings, etc. Alors que c'est sûr que si tu vis à la campagne, pour peu que tu n'aies pas ton poêle à granulés écolo, tu vas avoir ton feu de cheminée, plus ta chaudière au fioul, plus ta voiture tous les jours, alors qu'en ville, la plupart du temps, on n'en possède pas. Donc au quotidien, tu vas avoir de grosses différences. En revanche, c'est vrai que les gens qui sont urbains ont tendance à plus voyager, parce qu'ils sont plus près des aéroports, parce que ils ont des modes de vie qui correspondent plus à ce genre de désir. Et donc ces impacts-là sont un peu différents. Disons que leur impact quotidien sera peut-être un peu plus faible, mais que leur impact général, la plupart du temps, est un peu similaire, lié à leur déplacement lointain. Ok, écoute, trop intéressant. Donc on se rend compte que c'est une grosse part. Et je pense que les investisseurs IMO qui écoutent, en tout cas ça fait un bail, peuvent avoir un rôle à jouer. Qu'est-ce qui différencie justement un investissement immobilier que tu catégoriserais comme responsable d'un investissement plus classique peut-être? Alors comme dans tous les investissements, dans l'immobilier, on peut faire des choses bien. Je pense que on en parle beaucoup pour les entreprises, on en parle beaucoup pour les individus, des critères un peu extra-financiers. Et c'est quelque chose qu'on commence un peu à voir dans l'immobilier, c'est-à-dire que oui, voir une rentabilité, c'est intéressant, se construire un patrimoine, c'est intéressant. Mais en fait, il y a d'autres critères qui doivent commencer à rentrer en compte. Donc on va parler un peu du DPE tout à l'heure, mais je pense que donc un investissement responsable, il se base sur trois grands piliers qui vont être les piliers ESG qu'on utilise déjà dans plein d'autres domaines. Donc ça va être le pilier environnemental, social et la gouvernance. Environnemental, ça va être quoi ? Ça veut dire si vous faites un investissement dans un appartement, prenez le temps de bien calculer son DPE, prenez le temps de bien travailler sa rénovation énergétique, prenez le temps de mettre en place un système de chauffage, un système de ventilation qui soit pertinent. En gros, ce sont les trois gros points. Donc ça va être l'isolation, le chauffage et la ventilation. Ça va être les trois gros points sur lesquels il faut travailler pour avoir un logement qui soit environnement friendly, si tu veux. Ouais, j'avais eu un épisode avec Fabien Liégeois de Rénover pour gagner, je crois. Et justement, il donnait cet ordre de priorité qui était isolation des murs, isolation des combles, menuiserie extérieure, isolation du sol et pont thermique. Pont thermique, donc c'est tout ce qui est autour des fenêtres, etc. Alors lui, il a un axe assez investisseur, donc globalement, c'est des éléments qui vont te permettre de gagner le plus facilement dans l'échelle du DPE. Mais a priori, si le DPE il est bien fait,
c'est aussi ce qui permet de diminuer ton impact et ton gaz à effet de serre. Et c'est là que je trouve que ces mesures, quand il est prises, elles ont du sens. Après, en effet, il y a aussi cet indicateur dont tu parles, de se dire, voilà, je regarde plus juste la rentabilité de mon logement, mais je vais regarder aussi quel est l'impact social peut-être que je peux avoir, etc. Ça, je le comprends bien, on n'en parle pas du tout assez dans ce podcast. Je pense qu'on est plutôt sur un sujet aujourd'hui d'aider des gens à aller, tu vois, gagner leur liberté financière, leur indépendance financière, pour ensuite peut-être, tu vois, une fois que t'es plus libre de pouvoir justement peut-être quitter ton job, etc., d'être engagé pour des causes qui sont fortes, sociales, mais si tu arrives à combiner les deux directement, c'est encore mieux, quoi. Non, et puis je pense que si tu as les moyens d'investir dans l'immobilier day one, sur ton premier investissement, c'est que tu peux déjà faire quelque chose. En fait, si tu fais de la rénovation thermique, que tu loues ton appartement hors charge, en fait, ton locataire, il va te remercier parce que au lieu d'avoir 250 € par mois de chauffage, il aura plus que 150. Et c'est déjà un énorme truc. Donc ça, c'est le pilier environnemental. Le deuxième, c'est effectivement le pilier social. Donc ça va être bien au fait de l'encadrement des loyers. Ça va être peut-être essayer de bénéficier de subventions qui vont vous permettre d'investir dans des logements peut-être un peu plus compliqués à rénover et qui vont permettre à des personnes moins favorisées de se loger plus facilement et dans des meilleures conditions. Alors c'est sûr, le risque est un peu plus élevé. Quand on parle d'investissement immobilier, on a toujours peur du défaut de paiement, des impayés, de loyer. Mais c'est peut-être un risque à courir en fait pour avoir un impact un peu plus fort. Et le troisième pilier, ça va être la gouvernance. Et là, j'incite un peu tous les investisseurs immobiliers. Je vous parlais tout à l'heure de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Vous avez une responsabilité qui est immense dans la transformation du parc immobilier. Parce que c'est vous qui avez en main les clés pour transformer et rénover tous ces logements. Ne soyez pas juste des fantômes qui achetaient et qui louaient des immeubles, mais soyez actifs dans les syndics de copropriété. Mettez en place des solutions qui vont vous permettre d'économiser à long terme et qui vont faire prendre de la valeur à vos biens, parce que justement vous aurez pris de l'avance sur des DPE, et on va en parler juste après, qui de toute façon vont devenir de plus en plus contraignants et qui vont vous demander de le faire de toute façon dans les 10 prochaines années. Donc en fait, faites-le maintenant. Oui, il y a toujours sur cette partie sociale et gouvernance, tu vois, j'ai pris du temps à avoir mon avis sur le métier de marchand de biens, par exemple. Métier de marchand de biens, hier j'ai enregistré avec Thibaut Elzière des Founders qui me disait il y a encore aujourd'hui, et je pense que ça date d'il y a encore déjà des dizaines d'années, une des manières les plus simples pour gagner beaucoup d'argent très rapidement, c'est le marchand de biens. C'est t'achètes, tu découpes, tu revends, par exemple. Et souvent les marchands de biens. Quand tu dis tu découpes, je pense qu'il y a une grosse partie de mes auditeurs qui comprendront pas. On parle de découpage de mots et de cadastre. On parle pas de découpage. Oui, c'est ça. Donc, en gros, le marchand de biens, il peut soit acheter, rénover un appartement ou un immeuble et revendre. Il peut aussi acheter l'immeuble, le rénover, revendre les appartements de manière séparée, ce qui permet souvent de faire une plus-value supplémentaire. Et il y a même des marchands de biens qui vont acheter, découper et revendre juste à la découpe. Donc ils ont juste fait un taf administratif et ils se retrouvent du coup parfois à acheter le matin et revendre l'après-midi. Avec le même notaire, le même agent immobilier, etc. et se faire cette plus-value sur ce bien. Et pendant longtemps, j'ai trouvé ça un peu vulgaire comme profession, tu vois, genre trop facile. Même si, pas que c'est trop facile, mais en tout cas que ça apportait pas de valeur, tu vois. Et j'ai eu des points de vue qui m'ont fait un peu changer d'avis là-dessus, sur le fait qu'en fait, souvent, les opérations juste de découpe comme celle-ci, c'est des biens qui n'étaient pas du tout... qui n'étaient pas habités depuis des dizaines d'années, voire plus, qui étaient en train de se dégrader, que personne entretenait, etc. Et finalement, ils ont en fait un rôle un peu de redécouper, réorganiser et réadapter peut-être à des nouveaux besoins. Tu vois, ça se fait beaucoup sur des corps de ferme, par exemple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'autant de corps de ferme que
que ce dont on avait besoin avant. Et aujourd'hui, découper un corps de ferme en 3 maisons, par exemple, ça permet ensuite à des personnes de revenir, de faire des travaux et de reprendre un peu possession des lieux et redynamiser probablement le village ou la région, quoi. Ouais, je pense que comme tout, hein, il faut prendre au cas par cas. Je pense que tout n'est pas à jeter. Il faut pas taper sur casser du sucre sur le dos de tout le monde en disant ils créent pas de valeur parce que ils récupèrent juste un truc, ils le découpent, ils le revendent en petits morceaux. Je pense que partout, effectivement, lutter contre la vacance locative, c'est une façon aussi de mieux loger tout le monde. D'ailleurs, là-dessus, il y a des nouvelles règles qui passent, je crois, cette année, 2023 ou 2024, sur les taxes de vacances locatives qui vont être grandement augmentées. Ça a l'air d'être un vrai axe pour le gouvernement aussi. Mais tu vois, par exemple, un marchand de biens qui va, diviser en silos un immeuble de rapport qui était inhabité, peut-être qu'il va aller donner la possibilité à des gens qui n'avaient pas la possibilité d'acheter cet immeuble de rapport, d'acheter un studio ou un 2 pièces dans cet immeuble-là. Et si tu donnes l'accès à des primo-accédants à des choses auxquelles ils n'avaient pas accès, je trouve que ça a un sens. Si, évidemment, sur les silos, en fait, tu as un investisseur qui va reprendre les silos et qui va les louer séparément, peut-être que là, côté social, il y a un truc à regarder, tu vois. C'est plutôt ça mon avis. Là-dessus, bon point, marchand de biens à pas confondre avec marchand de sommeil. Le marchand de biens, du coup, en effet, il revend immédiatement. L'investisseur, un peu plus classique, ce dont on parle beaucoup sur le podcast, en effet, il va plutôt acheter et relouer ces différentes choses. Les investisseurs, les méthodes qu'on apprend, en tout cas, qu'on essaye d'apprendre sur ce podcast, c'est de faire les choses bien, justement, de bien rénover, de faire des belles... Des beaux équipements, des belles décorations, etc., pour que les personnes se retrouvent dans des bonnes conditions. Et aussi, en effet, louer le plus cher possible. Et ça participe peut-être dans certaines villes où il y a beaucoup d'investisseurs qui sont allés à rendre l'accès au logement plus difficile. Et la dernière catégorie, donc pour moi, on est encore dans la bonne zone sur cette partie-là. Et c'est peut-être là où on n'est pas sur ce point-là où on n'est pas 100% aligné, et c'est OK. Et après, il y a la troisième catégorie qui est marchand de sommeil, où là, en effet, immeuble acheté, découpé, aucune amélioration. Et j'en ai visité, j'ai visité des trucs horribles, des immeubles avec 15 logements, les fils électriques qui passent d'appart en appart, même pas dans une gouttière ou quoi que ce soit, des familles de 4 qui vivent dans des studios, pas de l'humidité sur les murs, le machin, et ça c'est à bannir à tout prix, quoi. Pour revenir peut-être sur le sujet environnemental, donc il y a le diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui a vu plusieurs versions et qui a été transformé en 2021. Est-ce que tu peux me préciser un peu les nouvelles versions et les nouveaux éléments qui constituent ce nouveau DPE? Ouais, sur le DPE, il y a eu des gros changements au 1er juillet 2021. Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est un document qui existait déjà avant, mais qui a été modifié. La méthode de calcul a été modifiée. Donc la première chose, c'est que du coup cette nouvelle... avant, il y avait 2 méthodes de calcul. Une qui était sur la consommation d'énergie, basée un peu sur les factures précédentes du bien, et l'autre sur l'émission de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, pour simplifier ce calcul, il y a une unique méthode qui va prendre en compte le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation, l'éclairage et tout ce qu'ils appellent auxiliaire. Donc là, c'est par exemple les VMC et comment on fait circuler l'air dans cet appartement. Donc ça, c'est la nouvelle méthode qui est mise en place. Le gros changement, c'est aussi qu'il est opposable. Opposable, ça veut dire que le locataire ou le vendeur, ils ont le droit de demander réparation d'un manquement aux obligations, finalement, si ce DPE il est pas bon. Et c'est plus juste informatif. Exactement. Là ça devient opposable, et la grosse mesure qui est passée, c'est notamment que aujourd'hui il y a de nombreux logements qui vont plus pouvoir être loués parce que donc
j'essaye de retrouver les dates rapidement parce que je les ai plus en tête. Au 1er janvier 2023, tous les logements qui vont émettre plus de 450 kWh par mètre carré, on pourra plus les louer. Moi j'ai 2025 pour les classes G. Donc c'est ouais, au 1er janvier 2023, donc c'est déjà arrivé cette année. Ouais. Ceux qui sont pires que G, ils peuvent plus être loués déjà. Donc là, ensuite, au 1er janvier 2025. Combien de logements ça représente ou pas? Je sais pas pour uniquement cette classe-là, mais je sais que pour tout ce qui est considéré comme passoire énergétique, donc c'est G et F, ça représente 7,2 millions de logements qui du coup ne pourront plus être loués, ce qui est énorme et ce qui va venir grandement impacter les règles du jeu dans l'immobilier. On est en train de parler aujourd'hui de prix de l'immobilier qui risque de baisser, mais qui ne baisse pas trop encore. Et aujourd'hui, c'est plutôt lié, je pense, au taux d'emprunt qui ont beaucoup évolué récemment. Vous avez dû entendre parler de tous ces changements. Mais là, il y a aussi énormément de logements. Les logements F et G aujourd'hui, ils sont vendus à des prix bradés ou ils sont hyper négociables sur le marché. Parce que à partir de 2025, en effet, les classes G, elles peuvent plus être louées. Ensuite, il y aura 2028, il y aura F et 2034, ça sera les logements en E. Donc ça, c'est des dates qui ont été mises avec c'est un peu punitif peut-être pour certains qui ont aujourd'hui un logement en G et qui se retrouvent à avoir un bien qui perd énormément de valeur. Mais comme on disait, il y a des solutions. Et il y a aussi des aides d'ailleurs qui peuvent être apportées. On parlait des subventions pour améliorer cet habitat. Ouais, juste avant ça, on a du mal à se rendre compte souvent quand on dit FG, ok, ça veut dire quoi? Et puis en termes de consommation, ça veut dire quoi? Plus de 400 kWh par mètre carré par an. Juste pour avoir un ordre d'idée, en gros, c'est plus de 30% des habitations qui sont dans la capitale, donc à Paris, et qui sont pour la plupart des immeubles haussmanniens, sont classés F ou G. Donc ça veut dire un tiers qui sont déjà notés comme étant des passoires énergétiques. Donc c'est monumental, ça représente quand même une bonne portion du territoire, a priori, de ce qui est en F ou G sur le territoire. Et effectivement, ces interdictions vont être assez contraignantes. En revanche, il n'y aura pas d'expropriation parce que ce sera interdit à la location. Ça se fera au fur et à mesure. Mais du coup, là où je voulais rebondir là-dessus, c'est que en tant qu'investisseur, comme je disais tout à l'heure, vous avez un vrai intérêt à transformer vos logements, quitte, si c'est de l'isolation intérieure, quitte à perdre un petit peu de surface, parce que, en fait, peut-être que la perte de 2 mètres carrés à 8 000 euros du mètre va vous coûter donc 16 000 euros sur la valeur de votre bien, mais peut-être que le fait d'avoir gagné 2 points dans votre DPE vous fera gagner 20 000 euros sur la valeur de votre bien. Donc a priori, ça, c'est une certitude. Ce sera de plus en plus vrai au fur et à mesure que les années avancent. Ouais, c'est une certitude et encore une fois, Fabien Liégeois et d'autres personnes que j'ai eues sur le podcast considèrent ça un peu comme l'opportunité de la décennie, si on revient sur ces sujets de plus-value, etc. Et tu parlais en effet de perdre des mètres carrés, parce qu'on parle en fait d'isolation. L'isolation, c'est quand même l'isolation des murs. Quand je donnais les critères, c'est le premier critère pour améliorer un DPE. Et elle peut être faite de manière, soit à l'extérieur. Donc là, il faut avoir une façade d'immeuble qui puisse accepter une nouvelle isolation. Si tu es sur un bâtiment haussmannien, aller refaire une isolation sur un bâtiment haussmannien, ça coûte tellement cher que ça sera jamais fait, parce qu'il faudra refaire tout avec les méthodes de l'époque, etc. Ouais, alors ce que je voyais, c'est que justement, tu avais plusieurs couches. Tu avais la couche d'isolant et puis après, il fallait remettre une couche de plâtre qui imite la surface qui était déjà en place, plus après, effectivement, le ripollinage, comme on dit. Du reste. Surtout que du coup, en effet, la ville, la plupart du temps, va refuser du coup que ça soit fait par risque de modifier une vieille bâtisse qui soit très très belle. Donc les autres, quand t'es pas dans des villes un peu historiques comme ça, tu vas pouvoir du coup le faire par l'extérieur, à condition d'avoir l'autorisation et que ça soit mis en place par la copropriété.
Donc ça peut être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Moi j'ai acheté un appart il y a 1 an et je viens de me faire on vient de me demander 26 000 euros pour une isolation, et bon, moi je suis un peu fâché parce que ça va même pas me faire gagner une lettre, et 26 000 euros pour pas gagner une lettre, je trouve ça un peu vache, d'autant qu'on bénéficie d'aucune subvention alors je crois qu'il y a plus de 2 milliards de nouvelles aides, 2 milliards d'euros de nouvelles aides qui ont été signées. Donc moi je suis un peu vert parce que j'ai l'impression que ça a été mal géré. Les copros, c'est des sujets politiques hyper complexes, et quand tu es dans des grosses copros encore plus. Oui, donc, c'est pour ça, là je pense qu'il y a effectivement un énorme intérêt à être actif, tu vois. Comme toi, tu as pu l'être, t'avais pas forcément vu, il me semble, au moment pas où assez, je l'ai pas été assez, ouais, parce Ouais. que je suis arrivé, ça faisait 3 ou 4 ans qu'ils étaient en discussion pour le faire, et moi j'arrive au milieu et 2 mois après, 2 mois après ma signature, c'était le vote pour cette isolation, et la vérité, j'en suis pas fier, tu vois, mais c'est un peu comme comme quand tu vas pas voter aux élections parce que tu sais pas quel est le meilleur candidat, mais je savais même pas si j'avais pas envie de les payer ces 26 000 euros, parce que de toute façon je louerais quasiment au même prix mon appartement, mais j'avais aussi envie d'améliorer ce bâtiment. Il y avait aussi un peu d'infiltration, etc., qui était bonne à arrêter. Et du coup, j'ai juste même pas voté. Et le fait de comprendre après qu'en plus ça m'avait l'air assez mal fichu, là j'ai clairement regretté de pas avoir Il y a plus peut-être un truc, tu vois, de se dire effectivement, une lettre de A à F, c'est pas suffisant. Il faut peut-être des étapes intermédiaires, tu vois, ce qui t'aurait permis peut-être de gagner je sais pas, de passer d'un E à un D plus, ou je sais pas quoi. Un E plus ou un D moins. Ouais, c'est ça. Comme à l'école, en primaire. Ouais, c'est possible. C'est possible en effet. Et ouais, pour terminer sur le point, donc si l'isolation peut pas être faite de l'extérieur, vous avez toujours la possibilité de la faire de l'intérieur. Donc là, vous allez rajouter des couches d'isolant en fonction de l'âge de votre bâtiment. L'isolation, elle va être d'une taille différente. Pour les bâtiments anciens, c'est plutôt 4 cm et demi. Pour les bâtiments plus récents, c'est plutôt 10 cm. Et du coup 10 cm, sur tous les murs extérieurs de votre appartement, ça vous prend des mètres carrés. Si vous êtes dans une ville à 10 000 euros du mètre comme à Paris, ça peut un peu piquer. Du coup faut faire les bons choix. Quand vous achetez l'appartement, regardez ce qu'il y a comme mur extérieur aussi. C'est un sujet. Si vous êtes par exemple, pour le logement du rez-de-chaussée, vous pouvez installer une sous-couche ou un revêtement de sol pour isoler par rapport aux caves. Si vous êtes entre 2 appartements au 3e étage, que vous avez un truc au-dessus, en dessous, a priori vous avez plus beaucoup de possibilités d'augmenter, en fait, à part peut-être un mur ou le mur où il y a votre fenêtre. Vous avez plus grande possibilité d'isoler, mais finalement je pense que votre DPE il sera meilleur sur cet appartement. Donc voilà un peu les différentes astuces pour améliorer ce DPE dans votre appart. Et du coup, on disait justement que l'État commençait à mettre en place des gros financements, des grosses subventions pour la transformation de ces logements. C'est d'ailleurs le cheval de bataille de Dernière Rénovation. Vous savez peut-être pas qui ils sont, mais vous avez probablement entendu parler de cette fille qui s'est attachée au filet de tennis à Roland-Garros, de ces gens qui avaient jeté de la soupe sur le tableau, de ces gens qui ont arrêté le périph' à main nue, etc. Donc en fait, ce sont des gens qui luttent pour que l'État donne plus d'argent pour la rénovation thermique des bâtiments, parce que ce sont des gens qui ont compris que c'était un peu le nerf de la guerre pour les 10 prochaines années pour réussir à avoir des émissions relativement contenues sur ce secteur. Est-ce que tu peux me parler un peu des différentes subventions qui existent pour les propriétaires? Ouais, alors il y a les subventions les plus connues qui sont, vous avez sûrement entendu de MaPrimeRénov' ou de l'éco-prêt au zéro. Ça, c'est des subventions qui peuvent être assez facilement, que vous pouvez obtenir assez facilement en montant un petit dossier, et qui vous permettent de par exemple refaire l'isolation de votre bien, que ça soit votre résidence principale ou que vous louiez ce bien. Ça vous permet de toucher ces petites aides. Moi, dans les auditeurs de Ça fait un bail, je vais être honnête, il y a pas grand monde qui les utilise, parce que il y a quand même des conditions partant de ressources, et il s'avère que
la plupart des personnes qui m'en ont parlé m'ont dit, bah, en fait, j'ai démarré le truc, je me suis rendu compte que j'avais le droit à 140 € d'aide par fenêtre. Le temps qu'il me faut juste pour faire les papiers, bah, ça vaut pas le coup de les utiliser. Mais bon, voilà, faut à étudier en fonction de chaque situation. Je crois que l'éco-prêt taux zéro, c'est un petit peu plus accessible. Ça vous permet du coup d'emprunter à votre banque jusqu'à, je vais pas dire de bêtises, je crois que ça change tous les mois, il y a des changements, mais c'est autour de 25 000, jusqu'à 25 000 € à peu près par opération à un taux zéro, donc ça c'est intéressant. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est la TVA qu'ils ont descendu à 5,5 pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique. Donc bien penser à cette partie-là. Si vous faites des devis, si vous demandez des devis à des artisans, etc., ça c'est un moyen de diminuer un petit peu l'addition. Et le dernier point que je m'étais noté, c'était l'exonération de la taxe foncière pour les travaux d'économie d'énergie. Donc là, c'est sur une période courte, par exemple sur l'année où vous faites vos travaux, bah, vous pouvez avoir une exonération partielle ou totale de cette exonération. Après, il y a des aides dont on a parlé de 2 épisodes notamment spécifiques, qui sont les aides de l'OPA et de l'ANA. Donc l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, et l'OPA, c'est des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Ça, c'est des subventions qui sont extrêmement intéressantes. Et là où on était sur vraiment le coup de bâton pour les interdictions de logement avec le DPE, là, on est vraiment sur la carotte, parce que tu peux avoir des subventions de travaux qui vont jusqu'à 1 000 € du mètre carré dans ton logement, ce qui est complètement dingue. J'avais eu un épisode du coup avec Hubert. Pour moi, c'est un des meilleurs épisodes du podcast, alors que il avait jamais parlé sur aucun podcast, il avait jamais communiqué sur son activité. D'habitude, j'ai des investisseurs, vu qu'il faut que je les trouve quelque part, c'est souvent des investisseurs qui ont déjà communiqué sur les réseaux. Et lui, il nous a livré un peu tous ses secrets dans un épisode, dans l'épisode 74. Donc concrètement, Hubert, il va acheter des immeubles vétustes et non isolés, qui va acheter quelques dizaines de milliers d'euros. Les auditeurs de Ça fait un bail le savent, peut-être que sur The Big Shift pas forcément, mais on peut trouver, si vous mettez genre Le Bon Coin, prix le plus bas, immeuble en France, vous allez voir qu'il y a des immeubles à 10 000 € en France, mais c'est souvent des énormes passoires énergétiques, voire des ruines. Donc il achète ce genre de biens, il va monter un dossier à l'ANA pour obtenir en général 35% de subvention. Donc là, sur le montant des travaux du coup. Sur le montant des travaux, exactement. Donc souvent, en fait, c'est un immeuble qui va acheter 30 000 €, mais il va avoir 200 000 € de travaux. Mais sur ces 200 000, il va avoir du coup 35% de subvention de l'ANA. Ensuite, il va faire une subvention avec une aide de l'OPA pour avoir encore 35% de subvention. Il va rénover entièrement l'immeuble pour en faire des super appartements. Et du coup, là, il aura payé que... sur ces 200 000 €, il aura payé, 140 000 € il aura eu 140 000 € de subvention, ce qui est absolument énorme. Et la contrepartie de ces subventions, c'est qu'il doit en fait respecter des loyers très modérés pendant un certain temps. Avant, c'était 9 ans. Là, je crois que c'est passé à 6 ans. Mais les conditions ont un petit peu changé. Et donc, du coup, ça participe aussi, je trouve, à un immobilier un peu plus social. Et je crois que le dernier effet qui se coule dont il me parlait, c'était la loi COS qui a été transformée qui a changé de nom. Ça s'appelle je me souviens plus exactement du nouveau nom de la loi COS, mais en gros, tu as des subventions, tu as des exonérations d'impôts sur ces loyers modérés, justement, pendant un certain nombre d'années, qui peuvent aller jusqu'à... avant, c'était 85%, je crois que maintenant, on est plutôt autour de 60%. Donc, tu avais vraiment lui, il me parlait du triple ou du quadruple effet qui se coule. Tu as la subvention, tu as éventuellement... alors, tu as la subvention et ensuite, tu as effectivement cette exonération qui viennent par-dessus et qui est hyper intéressante. Ok, et tu peux demander autant de subventions ANA ou pas que tu souhaites si tu as plusieurs projets. C'est lié au projet, pas à la personne. Il y avait des centaines d'appartements Hubert et il a toujours travaillé comme ça.
Donc ouais, tu peux y aller clairement. Il y a aucun souci là-dessus. Et puis il y a d'autres actions qui ont été mises en place. T'as Action Cœur de Ville, qui est une belle opération qui te permet d'avoir. C'est un peu différent, mais ça te permet d'avoir 50% de subventions généralement et 50% de prêts aidés à des taux intéressants. Là, j'avais eu un épisode avec Stéphanie qui avait eu 145 000 euros de subvention et un prêt à 0,2% grâce à ce dispositif. C'est un dispositif où l'État a investi 5 milliards d'euros sur 5 ans pour soutenir la réhabilitation de bâtiments et surtout revitaliser les centres-villes de certaines villes. Donc il y a 222 villes qui sont concernées. Si vous voulez, on vous mettra en lien la carte de ces 222 villes. Et le gros avantage, c'est que du coup, tu peux vraiment avoir un prêt qui est plus facile. Alors il faut que tu sois capable d'avoir le prêt de manière classique parce que les subventions, en fait, ils te les donnent et ça vient un peu en remboursement de ton prêt. C'est toujours compliqué d'un point de vue administratif à monter ces dossiers-là. Mais voilà, Stéphanie, elle a fait un super projet qu'elle a géré elle toute seule pour toute sa famille et finalement sur une OP à, je me souviens plus, 400-500 000 euros, elle a eu 145 000 euros de subvention, un prêt à 0,2% absolument exceptionnel. Et elle se retrouve avec une opération qui était autour de 6-7% de rentabilité, malgré ses loyers modérés qu'elle doit maintenir pendant 6 ans, etc. Et un bien surtout qui a pris énormément de valeur avec ces améliorations. C'est intéressant. Et puis, je ne sais pas dans quelle mesure c'est des aides d'État qui vont durer, mais a priori, je vois pas trop de raisons pour que ça s'arrête tout de suite. Oui, ils ralentissent pas en tout cas. Je me pose encore la question de savoir si vis-à-vis de l'État, bon, c'est l'État qui met en place ces subventions, donc a priori c'est qu'il trouve que ça a un côté social intéressant. Mais je me pose encore la question, tu vois, par exemple sur l'enchaînement d'avoir 10 fois ces aides à NAOPA, est-ce que du coup ça devient quelque chose qui est un peu border, ou est-ce qu'on reste vraiment dans le social, tu vois, à ce niveau-là? C'est sûr que si leur objectif c'est vraiment de rénover des bâtiments et qu'il y a des personnes qui sont en mesure de le faire 100 fois, pourquoi pas les laisser faire, parce que vaut mieux que ce soit je sais pas s'il vaut mieux que ce soit en tout cas ça sera mieux fait si c'est une personne qui le fait le 100 fois que 100 personnes qui le font une fois, parce qu'on sait que la première opération c'est jamais celle qui est la mieux faite. En revanche, oui, d'un point de vue de concentration de capital en tout cas, et de patrimoine, c'est un autre impact. Ouais, maintenant, comme je disais, Stéphanie, elle a fait ça très bien et elle a eu 6 ou 7% de renta. J'ai des investisseurs qui font du 50 ou du 100% de renta parfois avec des OP immobilières, et je pense que voilà, ceux qui vont chercher le plus de cash, ils s'intéressent assez peu à ces dispositifs aujourd'hui, parce que je trouve l'équilibre en tout cas assez bon. Maintenant, toujours à débattre, quoi. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai en tête, et je le dis pas du tout méchamment, et probablement que la plupart des éditeurs de Ça fait un bail ne le savent pas, mais il y a un adage qui commence à être assez connu, c'est pas de justice climatique sans justice sociale. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que les personnes qui sont les plus impactées par la crise climatique, par la crise de la biodiversité, par la crise des ressources, sont les personnes qui sont les plus vulnérables. Donc ça veut dire d'abord les personnes les plus pauvres, les moins favorisées, ensuite les femmes, etc. Et aujourd'hui en France, on a 3,5% de la population qui détient plus de 50% du parc immobilier loué. Et c'est ce qu'on appelle les maxi-propriétaires, sont ceux qui possèdent plus de 5 logements en location. Et en fait, au niveau social, ça pose un souci, parce que ça pose un souci de concentration du patrimoine, et ça pose un souci de tension de la location. Et puis en fait, en fonction de l'investissement, si tu décides qu'en fait tu veux plus faire de la location longue durée, tu veux faire de la location courte durée parce que c'est plus rentable, et ben potentiellement tu vas supprimer certains biens du marché, et donc tu vas participer un peu à cette augmentation des loyers malgré l'encadrement. Et donc il y a quand même un petit sans vous dire arrêtez-vous, arrêtez tout, parce que il y a effectivement d'autres sujets qui sont des sujets tellement bien partis, etc. Mais
petite sonnette d'alarme en disant attention, sachez où vous allez et faites les choses bien. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont un patrimoine immobilier l'ont grâce à un héritage, ce qui est absolument pas mauvais en soi, mais il y a quand même ce côté, ok, qu'est-ce que je fais de cet héritage ? Est-ce que j'en fais quelque chose de bien ? Est-ce que j'en fais quelque chose, est-ce que j'ai vraiment besoin de léguer à mes enfants 15 appartes, 20 appartes ? Est-ce que mes enfants seront pas mieux dans un monde qui arrive à tourner un peu rond plutôt que dans un monde où ils ont 15 appartes, mais où il y a des soucis énormes d'inégalité qui vont accroître du coup les pressions sur les personnes les moins favorisées. Donc c'est quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, donc je le dis de façon très, très neutre, mais voilà, quelque chose à garder en tête quand on fait ces investissements. Ouais, complètement. On voit de plus en plus, c'est eux qui font vraiment la une des journaux, etc. Mais des millionnaires, milliardaires qui vont décider de rien léguer à leurs enfants en se disant voilà, si moi, mais c'est encore une ultra minorité. Hein, je dis pas du tout que c'est une majorité, mais juste que ça peut être un schéma, tu vois, de se dire voilà, moi j'ai réussi moi-même et j'ai envie que mes enfants réussissent eux-mêmes. Ça, c'est souvent, je pense que ceux qui font ça, c'est surtout ceux qui n'ont pas hérité eux-mêmes et qui ont construit tout. Et d'ailleurs, sur les 100 invités que j'ai eu sur Ça fait un bail, j'en ai très peu qui ont hérité et qui ont investi à partir d'un héritage. Donc je sais pas si ces stats, j'ai pas de stats exactes sur justement quelle part de ces Alors, j'ai 45% en tête, mais ce serait à vérifier. Ok. Donc ce serait quand même une personne sur deux. Ouais. Mais du coup voilà, en effet, plein de manières de réinvestir un héritage. Et surtout voilà, moi là où on peut je pense se retrouver sur ce point, c'est de faire les choses bien, en effet, de participer à cette rénovation, à bien loger, pas oublier que un loyer qui est juste, c'est aussi un locataire qui reste plus longtemps et c'est moins de galère. Et moi, je parle souvent de taux de comparaison entre le taux de rentabilité et le taux de sérénité. Je pense à mon père, par exemple, que je poussais un peu à louer plus cher ses appartements, et il me disait non, moi je veux pas louer plus cher, je veux juste que les gens y restent et je veux pas m'embêter avec ça. Et c'est vrai que les locataires de mon père, ils restent 10 ans, 20 ans dans l'appartement, et c'est quand même vachement confortable aussi. Faites comme Jérémy, sinon Jérémy il paye les charges de ses locataires qui du coup chauffent leur appart à 26 degrés. Parce que Jérémy est trop gentil avec eux. Mais du coup, alors, effectivement, tu vois, ça fait partie des trucs où on me disait qu'est-ce qu'on met en place comme petite action dans les logements. Bon, au-delà de ça, je pense que faire payer les charges aux locataires, c'est hyper intéressant, juste pour qu'ils se rendent compte de sa propre consommation. J'ai été trop sympa sur ce coup-là. Il y a plein d'autres choses à faire d'ailleurs. Dans les actions à mettre en place une fois que vous avez fait vos travaux de rénovation. Mettez en place un thermostat réglable. Petit PS, la température recommandée c'est 19 degrés dans les pièces à vivre et 16 degrés dans les chambres. Je pense qu'on est, la majorité d'entre nous, assez au-dessus de ça. Donc je sais pas, mettez des pancartes chez vos locataires. Il y a aussi un autre truc, c'est que quand on rénove un appart, on a envie que ce soit fait assez vite, on a envie de remplir les chambres assez vite. On se dit, vas-y, je me fais mes grosses courses, Leroy Merlin, Ikea, j'achète le lave-linge, le lave-vaisselle, toute la batterie d'immobilier, de mobilier, de meubles, etc. Pensez à la seconde main pour toutes ces choses-là. Carrément. Mon appart est quasiment 100% composé de seconde main. Jérémy pourra confirmer que j'ai pas l'air de vivre dans une cave. Donc il y a des choses qui sont d'ailleurs magnifiques et qui la plupart du temps sont presque neuves, mais qui permettent de favoriser la seconde main. Par exemple, je sais pas, mon vidéoprojecteur, mes enceintes, mon canapé, ma table basse, même l'électronique, ça marche assez bien. Si Jérémy il a mis des écrans dans les chambres de ses locataires pour qu'ils puissent faire du télétravail ou regarder la télé, ça a un sens aussi de pouvoir trouver ça en seconde main. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça à faire. L'impact de la production d'un appareil électronique
c'est l'impact le plus gros par rapport à son utilisation. Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose de neuf pour votre logement, que ce soit le grille-pain ou les plaques, en fait, l'impact de la production de cet appareil va être énorme par rapport à l'impact de sa consommation. Donc hyper vraiment aligné penser à la là-dessus. seconde main. Et ça peut même être en dehors de ces petits appareils. Là, j'ai retapé mon père a retapé un appartement pour une personne qu'on accompagne sur l'investissement et on a réussi à récupérer une belle partie de la cuisine. Et la cuisine, elle était complètement changée. C'était une cuisine qui était carrée. Elle est passée, c'est devenu une cuisine complètement dans la longueur, dans une autre pièce. Et en fait, ça a été plus de travail, je pense, de réutiliser cette cuisine que d'en racheter une chez Ikea neuve. Mais on l'a fait parce que bon, c'était justement des beaux matériaux. On se serait peut-être pas permis de mettre des aussi beaux matériaux. Ça a été du travail, mais du coup, on a récupéré toute la cuisine. On a racheté juste un plan de travail parce qu'on n'a pas réussi à le récupérer. Il y avait trop de découpes. Et donc ouais, hyper aligné sur cette seconde main. Sur les pancartes chez les locataires, je trouve ça un peu ça risque de casser l'effet d'écho, mais moi par exemple je l'ai pas encore fait, mais je me disais que ça me plairait sur les prochaines de leur faire signer une genre de charte, une charte, tu vois, la charte de la colocation un peu, et là tu peux parler de plein de choses, par exemple consommation d'eau, chauffage, du ménage, etc. Mais aussi justement sur la consommation et le chauffage, et dire que en fait que ce soit toi ou eux qui payent la facture d'énergie, c'est quand même un truc qui est commun, qui est payé à plusieurs. Donc voilà, mets pas le radiateur à fond, passe pas 2 heures sous la douche, etc. Et ça c'est important. Complètement. Et en plus, en période de crise énergétique, tout le monde en entend parler un peu tous les jours. Je pense que ça s'entend. C'est peut-être le moment pour le faire et qu'il soit le plus accepté par les locataires. Exactement. Bon, on a un bel épisode. Franchement, merci Xavier. Je voulais juste conclure du coup peut-être sur les indicateurs qu'on utilise pour en fait aujourd'hui pour qualifier un investissement immobilier. Donc on a parlé beaucoup de la rentabilité. Et voilà, moi je pense que toi tu es beaucoup sur des groupes comme Grosse Renta Imo. Je pense que tes auditeurs doivent bien le connaître. Et la prochaine fois que vous faites une rénovation, en plus de mettre votre renta brute ou votre renta nette qui vous rend fier, ajoutez aussi votre passage de grade DPE, ajoutez aussi la provenance des matériaux que vous avez mis dedans, etc. Je pense que c'est vraiment des choses qui ont de la valeur ajoutée et qui peuvent faire qui ont vraiment un truc à apporter à votre investissement en plus. On parle beaucoup d'indicateurs extra-financiers pour les entreprises. Prenons des indicateurs extra-rentabilité pour les investisseurs immobiliers. Je pense que c'est hyper important. Trop bien. S'il y a des épisodes que tu pouvais recommander de The Big Shift qui pourraient plaire aux auditeurs de Ça fait un bail, soit parce que c'est un petit peu lié à ces sujets-là, soit parce que c'est peut-être des épisodes un peu plus... je sais que tu rentres dans la technique sur beaucoup d'épisodes, mais il y a peut-être des épisodes qui sont bien pour démarrer sur ces sujets-là. Si vous voulez écouter un épisode dans lequel on a un peu décortiqué mon empreinte carbone sur mon logement, j'ai enregistré avec Roman Ledoux. Je serais incapable de vous dire le numéro de l'épisode, mais ça devait être autour de octobre-novembre. Vous fouillerez. Il a lancé un calculateur d'empreinte carbone qui s'appelle MyCO2, qui est adossé au bureau Carbone 4, dont est fondateur Jean-Marc Jancovici. Et sur la partie un peu habitat urbaniste, j'avais discuté avec Sylvain Grisot, qui est architecte urbaniste et qui a écrit le bouquin est-ce que c'est la ville circulaire, ça commence à faire un petit moment, mais c'est hyper intéressant. Architecte qui travaille du coup sur la réinvention de la ville de demain. Donc pour un urbanisme circulaire, oui. C'est ça, c'est un manifeste pour un urbanisme circulaire. Hyper intéressant, vraiment à aller regarder là-dessus si vous vous intéressez un peu à toutes ces notions. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Trop bien, ça c'est l'épisode 22 de The Big Shift. Exact. Vous avez juste à taper The Big Shift sur vos plateformes d'écoute. Écoute, trop bien. Merci, on avait merci Xavier. Un épisode de 30 minutes. On a 1 heure, non? on est autour de 50 minutes. Donc j'espère que cet épisode aura satisfait autant les auditeurs de Ça fait un bail que de The Big Shift. N'hésitez pas à vous mélanger, à écouter le podcast de l'un, le podcast de l'autre. Nous, ça nous fait très plaisir.
à vous abonner, à liker, à partager. On le dit peut-être pas assez souvent sur le podcast. J'ai entendu récemment que sur un podcast, il fallait le dire 3 fois, une fois au début, une fois au milieu, une fois à la fin. Je suis pas encore tombé là-dedans, mais il faut pour continuer à faire grandir ces médias et cette info gratuite qu'on partage. Donc laissez-nous des commentaires aussi sur Apple Podcast et des petites notes sur Spotify. On aime toujours ça. Merci à tous. Ciao, salut. Salut, ciao, bye. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.